et de revenir et puis d'échanger avec le groupe, avec donc les collègues et les étudiants. Dans le cadre de cette activité, donc comme tu l'as dit, j'ai fait quelques passages et c'est toujours vraiment un plaisir que je le fais avec plaisir. Aujourd'hui, on va parler de mobilisation et transfert de connaissances, c'est-à-dire de résultats de recherche, mais pas dans le sens de présenter des résultats de recherche vraiment, mais de plutôt discuter de ce qu'on peut ou même ce qu'on devrait faire ou ce qu'on doit faire avec de tels résultats de recherche, c'est-à-dire les rendre le plus utiles possible finalement, autant pour les acteurs que pour la prise de décision. Donc c'est un peu ça le programme que je propose. Et je propose de le faire dans un échange. Donc je vais placer quelques éléments, mais je vais tâcher de laisser de la place à de la discussion et aux échanges parce que je vois dans la la salle des personnes qui sont très calées en recherche et qui font aussi des activités de transfert, de mobilisation de connaissances. Mais j'aimerais avant tout cela, donc comme Michael l'a fait, donc, vous présenter mes meilleurs voeux pour au seuil de ce nouvel an. Nous souhaiter, nous tous, que ce soit une année riche en recherche, résultats de recherche, de résultats de recherche, ouais. Et puis une année aussi de réussite pour nos étudiants qui diplôment, qui avancent bien dans leur projet et qui diplôment. Et finalement, une année aussi très intéressante pour nos institutions. Donc, sans plus tarder, je m'en vais vers la proposition de plan que j'avais pour aujourd'hui. Oh. Parfait. Donc, dans un premier temps, j'ai amené quelques définitions de termes ou concepts en lien avec cette mobilisation de connaissances ou transfert. Et puis, on va dans un deuxième temps nous arrêter un peu sur l'importance de faire cette mobilisation ou ce transfert de connaissances. Vous verrez très vite que je vais rester sur TC, là, parce que c'est peut-être le vocable le plus commun. Mais vous comprendrez que je parle des deux, là, mobilisation et transfert. Et puis, je vais finir par présenter un modèle d'animation du transfert et puis des outils qui ont été développés, notamment par l'Institut national de santé publique au Québec, pour animer un tel transfert. Donc, je m'excuse d'avance d'avoir un biais québécois. Là, je vais vous parler beaucoup de résultats de travaux sur le transfert dans cette perspective, mais en sachant que justement, dans la perspective de transfert, il y a beaucoup de choses qu'on peut réutiliser ou mettre à notre main, donc pour compléter justement nous ce qu'on connaît, on fait déjà sur ce transfert dans nos contextes très particuliers. Là, j'ai ma souris qui me fait peut-être quelques difficultés à avancer. Parfait. Donc en termes de définition, donc pour parler de la première partie de cet exposé, je vais parler de la connaissance de manière générale, hein, c'est le terme le plus important peut-être dans le transfert de connaissance, et parler de sa mobilisation ou de son transfert. Okay. Pas de mal avec la souris, non. Qu'est-ce que donc la connaissance selon Love, et là on parle de définition qui date un peu, mais quand même qui reste importante et utile pour l'exercice qu'on fait. Une connaissance, c'est une information, un fait ou un concept qui est interprété. Donc, notamment, cette définition-là se faisait dans le contexte de l'éducation, de la science et des sciences économiques, l'éducation, santé, sciences économiques. Un autre auteur, Roy, nous dit que la connaissance est une idée, une représentation organisée du réel, qu'elle soit fondée sur le vécu expérientiel, l'expérimentation, l'expérience, la science, les faits ou les croyances. Donc, ce sont des pratiques aussi, les pratiques, les techniques et les procédés, les logiciels, les outils, les technologies. Donc, et ça, on voit bien l'orientation SST, là, donc, de cette définition, parce qu'on va travailler dans le domaine de la sécurité et santé-sécurité au travail.
Et pour un autre auteur, Hermine, une connaissance est une information qui prend une certaine signification dans un contexte donné. Là, on est sur la gestion des connaissances. Donc, de mémoire, Hermine travaille dans la gestion de connaissances. Donc, on peut voir à travers ces définitions des conceptions de ce que serait une connaissance. Et on voit que c'est quand même beaucoup de choses. Hein. C'est autour de l'information, autour de sa perception, autour de son utilisation, de sa modification. Mais tout part de l'information. La connaissance, c'est une information qui prend certaines formes selon peut-être les perspectives par lesquelles on regarde cette connaissance-là. Et Kothari nous dit qu'il y a plusieurs types de connaissances. Les connaissances explicites ou formelles, qui sont par exemple celles issues de la recherche, et des connaissances tacites qui proviennent plus de savoir-faire, d'expérience, de terrain, mais qui sont aussi des connaissances et qui, de plus en plus d'ailleurs, dans notre monde, là, sont valorisées. Donc, de plus en plus, on parle de prise en compte de ces connaissances tacites, de l'implication, par exemple, en santé du patient dans la prise en charge de sa santé et de la santé des autres. Et donc, on se rend compte qu'il y a quelque chose là aussi qui n'est peut-être pas de l'ordre de l'explicite, du formel et de la science pure, mais qui est une connaissance qu'on peut valoriser et utiliser. Après, il faut voir donc dans ces connaissances-là, qu'est-ce qui est de l'ordre de la donnée, de l'information et du savoir. Hein? Et puis, en le citant là, en se reprenant réel, je vois qu'il y a quand même une évolution qu'on peut avoir dans cette information, donc connaissance. Et Jocelyn Blouin, là, qui est une présentatrice de météo, là, donc Réal nous parle de ça, donc je mets en contexte là, donc Jocelyne présentait la météo, là, elle est partie à la retraite d'ailleurs. Donc quand elle dit qu'il fait 14 degrés Celsius, qu'il faisait 14 degrés à Montréal et 10 degrés aujourd'hui, ce qu'il communique, c'est des données. Donc il nous dit quelques données factuelles sur la météo, mais quand le beau-frère, quand un beau-frère la conclut tout haut que ça se refroidit tranquillement, il nous transmet une information. Donc, il a transformé les données de Jocelyne Blouin en une information. Et quand la belle-sœur, là, souligne, elle, qu'on devrait bientôt sortir la tuque et les mitaines, c'est-à-dire le chapeau élégant, là, mais elle partage un savoir acquis par l'expérience. Donc, il y a une information qui est donnée de l'évolution de la température à la baisse. Mais dans un premier temps, c'est des données qui sont posées par la météorologue, donc des données informationnelles, le beau-père qui en tire une information et la belle-sœur très intelligente qui en tire un savoir. Donc on voit bien dans cette définition-là que j'ai essayé de vulgariser là qu'il y a une gradation là dans l'information, mais c'est la même information de base. Donc, et je reprends aussi Réal dans le modèle qu'il a construit. Donc, ça se lit de bas en haut. Donc, il dit il y a des données qui nous arrivent, donc faits non liés entre eux. Donc, c'est des données un peu disparates qui sont transformées en informations, donc maintenant reliées, données reliées entre elles, qui aboutissent, donc qui arrivent à de la connaissance, donc information intégrée en contexte. Et cette connaissance-là se transforme éventuellement en intelligence, donc c'est-à-dire une connaissance appliquée à la prise de décision. Donc là, je cite Réal pour ça, mais je devrais aussi citer, donc rendre hommage à mon collègue Jean Ramdé, qui est peut-être dans la salle d'ailleurs, qui a fait sa thèse sur le transfert des connaissances en éducation et donc avec qui on fait quelques activités de formation sur le transfert en éducation. Donc, une partie des informations qu'on partage aujourd'hui sont issues justement de nos activités de formation. Donc, maintenant, qu'en est-il de la mobilisation de connaissances? Donc, on va dire que la mobilisation de connaissances, c'est le processus de collecte, de partage et d'utilisation efficace des données pour atteindre des objectifs d'une organisation.
Donc là, on voit bien, donc après les définitions que j'ai données d'informations, de connaissances et de savoir, comment la mobilisation vient faire le lien, vient nous mettre ça en processus, un processus qui a pour but d'améliorer l'efficacité d'une organisation ici. Donc souvent, quand on parle de mobilisation de connaissances, on est dans un contexte organisationnel et qui donc permet, quand cette efficacité est atteinte, aux employés de collaborer, de partager leurs connaissances pour résoudre des problèmes, prendre des décisions qui sont à ce moment-là les plus éclairées et les plus efficaces donc, pour la bonne efficacité de l'organisation. Donc pour les fonds, donc FRQ, ça c'est un de nos fonds scientifiques là, au Québec. Donc pour les FRQ, la mobilisation de connaissances renvoie à l'idée que les connaissances issues de la recherche, cette fois-ci, mènent à moyen ou à long terme à l'action. Donc c'est comme une donnée là. Donc la mobilisation de connaissances permet donc d'aller vers l'action et d'y aller de façon efficace. On l'a vu avec les organisations. Et un changement qui répond aux préoccupations, aux besoins et aux problèmes des milieux en lien avec un objet de recherche. Donc, autant que faire se peut, nous disent les fonds. Donc, les fonds visent à favoriser le passage de la connaissance, quel que soit son mode de production, à l'action pour mener un changement dans la société. Donc là, on a donc ce concept de mobilisation qui est actualisé. Donc, on sait ce que c'est. Donc, il faut être efficace, il faut bien gérer l'information. Mais les fonds nous disent, mais nous, quand on parle de mobilisation de connaissances, c'est ça qu'on vise. On veut que les informations ou les connaissances qui ont un potentiel de mener à l'action soient utilisées de façon efficace pour faciliter un changement qui répond à des préoccupations. Donc, j'aime bien cette définition, elle est un peu utilitariste, mais elle dit bien ce que la mobilisation de connaissances veut dire. Alors, on va continuer si la technique veut collaborer. OK. Et maintenant, donc, le transfert. Donc, je passe des fonds à la chaire, à une de nos chaires de recherche à l'UQAM. Il nous dit que le transfert, donc, pour amener l'autre concept en lien avec la mobilisation, le transfert serait une stratégie qui implique un ensemble cohérent de ressources et d'activités planifiées, réalisées selon une logique d'action en vue d'atteindre des retombées visées. Donc, c'est aussi les efforts déployés par une organisation, on revient à l'organisation, pour partager ses connaissances scientifiques et tacites afin qu'elles soient utilisées par les publics cibles, des publics cibles, ces publics cibles. Donc là, on voit quand même qu'il y a une certaine convergence là, dans tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Et en fait, pour les besoins de l'activité, moi, je mettrais mobilisation de connaissances et transfert dans un même sou. Et puis, pour la suite, je vais parler plus du transfert. Et on va s'entendre, on va dire que de plus en plus, dans les derniers temps, on parle plus de mobilisation parce que ça a comme une visée un peu plus holistique, on va dire, que le transfert, qui donne l'impression qu'on est juste dans la dernière phase donc, de cette activité de génération et d'utilisation des connaissances. Donc, quand on parle de transfert, on pense qu'on est à la fin, on a fait la recherche et à la fin, on transfère les résultats. Donc, l'idée de mobilisation, elle est comme un peu plus ouverte. Là. Elle part de la collecte là, et puis arrive effectivement à la dernière phase de partage et d'utilisation des connaissances. Donc, le transfert pour Lemire, Soufez et Laurando, que j'ai beaucoup cité, des collègues avec qui j'ai travaillé à l'Institut national de santé publique, qui ont développé un cadre intéressant sur le transfert de connaissances. Donc, ils nous disent que le transfert, c'est un processus qui comprend un ensemble d'activités. On est très proche de ce qu'on vient de dire tantôt, ou de démarches comportant des interactions entre porteurs et preneurs de connaissances en vue d'en favoriser la diffusion, l'adoption et l'appropriation. Donc, c'est donc un ensemble d'activités, de mécanismes d'interaction favorisant diffusion, adoption et appropriation des connaissances récentes en vue de leur utilisation dans la pratique. Et on évoque souvent, de façon indéterminée,
l'utilisation, la circulation, l'échange, le partage, la mobilisation, la valorisation ou l'application des connaissances pour parler de ce phénomène-là, ce que je disais tantôt. Donc, dans beaucoup de cas, ils sont interchangeables. Donc, il pourrait y avoir des nuances dans cela, mais de manière générale, on peut dire qu'on est dans un même champ sémantique, le champ de compréhension, comme nous le disent le MIR, se fait le l'ordre. Quand on regarde, quand on va voir notamment nos amis de l'Université de Montréal, ils nous disent qu'il y a plusieurs formes de transfert et ils nous les citent. Là, j'ai juste fait une capture d'écran. Et ils mettent dedans ces éléments-là que vous pouvez lire. Donc, la conversation publique, donc les bars de sciences qu'on a maintenant de plus en plus, les tables rondes, les cafés scientifiques sont des formes de transfert. Les bilans de connaissances qu'on fait, donc par écrit ou de manière orale, les expositions, les fiches, donc qu'elles soient des fiches pratiques ou des fiches techniques, les fiches de synthèse, les guides d'accompagnement, les logiciels d'application, la méthodologie est une forme de transfert. Les sites web sont de l'ordre des formes de transfert et les trousses de sensibilisation. Et on pourrait en citer d'autres. Là, j'ai mis juste ce qui nous donne comme exemple de forme de transfert. Mais les policy briefs, donc, sont des documents qu'on fait qui permettent de modifier, de transformer de l'information en vue de son utilisation optimale, optimisée, ou de son utilisation tout simplement, sont des formes de transfert de connaissances. Donc là, on va s'entendre avec ça. Donc, Landry, en 2008, nous disait qu'il y a des étapes dans ce processus de transfert et il les nommait, il les citait comme telles, six étapes dans sa typologie, dans son texte. Donc, la génération des connaissances, l'adaptation de ces connaissances, la dissémination, la réception par un public, l'adoption et l'utilisation des connaissances. Donc, ce seraient les 6 étapes de ce processus. Sur la dernière étape, l'utilisation, je veux m'arrêter un peu parce que c'est quand même celle-là qui, en général, préoccupe le monde. Là, une fois qu'on a fait une bonne recherche qui répond aux canaux scientifiques et qui génère des résultats qui sont intéressants, comment est-ce qu'on les utilise? West, là, depuis 1979, Ramday Sit, là, disait que l'utilisation des connaissances issues de la recherche et l'application concrète de ces connaissances dans la pratique et la prise de décision. Donc, cette définition reste valable aujourd'hui. Hein, donc, on parle entre autres d'une utilisation instrumentale, nous dit West, symbolique ou conceptuelle. Instrumentale, quand on est dans de l'application pure, quand on est dans, par exemple, le domaine le champ industriel, on serait dans de l'instrumental quand on parle de transfert. Symbolique, peut-être dans l'ordre de connaissances plus peut-être philosophiques ou religieux. Donc, on fait du transfert qui, dans ce cadre-là qui serait plus symbolique et conceptuel quand on est dans la théorisation peut-être. Dans la théorisation plus que dans la pratique. Hein. Donc, dans ces 3 formes, on voit donc un passage un peu d'un transfert très pratique, très appliqué à des transferts de type plus théorique ou conceptuel. Mais c'est important de les considérer parce que ça nous donne encore là aussi un éventail, donc une idée de peut-être de l'ouverture de ce concept-là, plus que ce qu'on peut de prime abord en prendre. Et puis là, on arrive avec des modèles, justement. Donc, une modélisation des transferts qui nous permet de voir que, selon justement qu'on est dans l'ordre de la pratique ou de l'industriel ou du théorique, donc on a des modèles de RS, de recherche, développement, diffusion, des modèles de transfert qui sont appliqués à ce champ, des modèles de résolution de problèmes donc, où on utilise le transfert de connaissances pour le faire et des modèles d'interaction sociale, nous disent Landry et ses co-auteurs. Donc,
Les préférences que je cite dans ce texte sont à la fin. Là, en partant sur la présentation, vous pourrez aller les consulter. Donc, quelles seraient les principales formes de... Non, plutôt, quelles sont les... J'ai déjà parlé de formes, là, des sources de connaissances, donc qui permettent justement après de faire des transferts. Ramdé dans sa thèse nous en cite un certain nombre. La formation, ça revient beaucoup. Donc, dans le cadre de la formation, qu'elle soit initiale ou continue, je pense qu'après elle parle de formation continue. Donc, la formation, les sites web, donc tous les espaces d'échange d'informations, les revues, les ouvrages professionnels, les conférences, les présentations, les rapports de recherche, les formations, ateliers en cours d'emploi, ben, c'est la formation continue, sont des sources de connaissances et de transfert par le fait même de ces connaissances. Donc, on pourrait ajouter la recherche de manière large. Là, donc, et là, je cite Ramdé, je vais le reciter encore sur les déterminants de l'utilisation des connaissances. Donc, après, dans sa thèse, là, il essaie de comprendre quels pouvaient être les facteurs qui pouvaient influencer l'utilisation des connaissances. Et il nomme par exemple ces quatre-là comme étant des facteurs, des déterminants très qui était significatif parce qu'il avait fait un modèle. Il a développé, donc pour faire court avec la thèse, il a développé un modèle de transfert où il a mis beaucoup de facteurs et a essayé de discriminer pour voir quels étaient les facteurs qui étaient les plus explicatifs là, de l'utilisation des connaissances. Et de sa thèse, il tire que c'est le contexte organisationnel, donc la stratégie de soutien de ce transfert, l'expertise des praticiens et leur opinion qui étaient les déterminants de l'utilisation des connaissances. C'est une information importante parce que ça nous permet, nous, quand on va faire des transferts, de miser, bon, en tout cas, ça, en faisant attention, là, parce que c'est un contexte particulier, hein, l'éducation. Donc, si on est dans le milieu, on peut peut-être faire attention à tout le monde, à ces déterminants, donc, pour avoir la chance d'être peut-être plus efficace dans notre transfert. Et puis finalement, Ramdé nous dit aussi que le facteur qui semble le plus dans son modèle influencer l'utilisation des connaissances, c'est la source de ces connaissances. D'où est-ce que viennent les connaissances? Et ça rejoint un peu ce qu'on vient de dire là, donc sur l'expertise des praticiens, sur leur opinion. Donc le fait de s'interroger sur la source de connaissances et de lui donner une valeur, donc ça nous dit aussi quelque chose sur ce qu'on devrait faire quand on est dans du transfert pour que ça marche. Donc, il faut s'assurer que la source de connaissances, elle est fiable et peut être et pas contestable. On est dans de la connaissance validée. Et puis, donc là, ça aide à faire le transfert. Ça aide à l'appropriation, notamment à l'acceptation par le public, finalement, de ces connaissances et puis leur adoption. Donc ça fait, bon, peut-être pour finir là, une présentation rapide d'un outil d'aide à la décision pour le transfert des connaissances que l'Institut de santé publique a développé. Donc là, on n'est pas encore dans l'animation du transfert, mais il me semblait que c'était intéressant. Là, c'est un peu petit, donc vous m'excuserez pour ça, mais je voulais juste donner une idée d'une modélisation proposée par l'Institut pour aider à la prise de décision dans le transfert, donc, qui part donc, de façon très classique à par une analyse, commence par une analyse de besoins publics, une analyse de contexte, donc, identification des objectifs et des résultats visés en transfert et qui continue en se déployant donc, par des stratégies de transfert, donc un certain nombre de stratégies qu'on identifie d'emblée. Donc ici, on a les plus communes, la diffusion de connaissances par diffusion de l'information, je veux dire, par les publications, les conférences. Donc, pour le premier, échange d'expertise et de conseils par des débats, des séances de réseautage ou de la consultation. Et puis la formation, on a parlé tantôt, donc séminaires, outils de formation et des pratiques collaboratives
aussi dans le modèle. Et enfin, donc dans les pratiques collaboratives, donc on cite notamment la coproduction de connaissances et d'outils, la communication, communauté de pratiques, un moyen de faire aussi les transferts, et la fameuse, les courtiers de connaissances là, qui de plus en plus sont les animateurs attitrés de ce processus de transfert. On en reparlera un peu plus tard. Donc, de plus en plus d'organisations se dotent de courtiers de connaissances. Donc, il y a, on va en revenir tout le temps parce qu'il y a quand même une discussion qu'on peut avoir sur le terme. Là. Donc, il y a certains collègues qui ont un peu de mal avec ça, courtier de connaissances. Ça fait un peu vendeur d'immeubles, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Un autre outil que je voulais présenter, c'est la boîte à outils sur l'application des connaissances. Donc là, on est aussi dans quelque chose qui a été développé pour aider ceux qui veulent faire du transfert à bien le faire. Donc cette fois-ci développé par le CRDI. Et donc l'outil a été écrit par nos collègues Bennett et sa collaboratrice. Donc là, j'ai juste donné quelques chapitres de ce document-là, donc un document assez volumineux, et qui montre, qui rappelle les quelques stratégies de transfert. Hein. Communication, ça c'est communication, des résumés, donc les shorts, les briefs, là. Conférence, 2.0, conférence. Donc, et puis, toute la valeur qu'on peut tirer des technologies hein, dans le transfert, donc traitement de texte, suivi et évaluation. Donc ça, c'est vraiment les derniers chapitres de cette boîte à outils et qui donc nous présente un certain nombre d'aides d'outils. Donc c'est une boîte à outils et puis les derniers outils sont des outils de transfert. C'est ça que je voulais dire. Importance du transfert. Donc j'arrive à la deuxième partie. Donc pourquoi donc ce serait important de s'intéresser au transfert et de lui consacrer de la recherche là, parce qu'une partie de ce que je présente ici est issu de la recherche. Hein, donc, j'ai parlé de la thèse de Jean Ramdé, mais autant des organismes subventionnaires là maintenant s'y mettent, autant des rencontres. Ben, je à la fin donner d'ailleurs une information concernant une rencontre sur le transfert, une conférence qui s'en vient cette année, que ceux qui sont intéressés par la question pourraient essayer d'aller suivre. Donc, autant des organismes que des chercheurs s'intéressent à la question, donc il doit bien y avoir quelque chose d'important dedans. Et ce qui est intéressant ici, c'est on documente, Ramdé le dit dans sa thèse, un écart entre les connaissances issues de la recherche, qu'on appelle maintenant CIR, là, les CIR, et donc qui sont des données probantes, en parenthèse, et la pratique. Donc, il y a un décalage, un gap entre ce qu'on sait ce qu'on fait à partir de recherches qu'on fait et ce qu'on voit faire sur le terrain. Et on parle d'exemples de non-utilisation de la connaissance, notamment en santé. Et puis là, je donne deux exemples là, que je prends à Ramdé, où on montre, l'OMS et puis des chercheurs montrent que on a par exemple un gouffre entre les connaissances qu'on a et les pratiques dans le domaine des soins apportés à la santé, donc un rapport de l'OMS qui le montre là, et qui dit donc en filigrane tout le bien qu'on pourrait, tous les gains qu'on pourrait faire si on améliorait notre utilisation des connaissances en santé. Et puis la même chose, Schuster et ses collègues qui nous disent que 30 à 40% des patients reçoivent des traitements médicaux non basés sur des données probantes et 25% des traitements non nécessaires ou dommageables sont faits. Donc là, on a quand même, dans un domaine où tous les domaines sont très importants, là, mais le domaine de la santé, on s'attendrait peut-être à une utilisation plus proche là, de connaissances issues de la recherche. Donc, si on essaie de faire le parallèle avec d'autres domaines, donc on peut peut-être se dire qu'il y a une marche à aller chercher. Là, il y a des progrès à faire en matière d'arrimage de nos pratiques à ce qu'on connaît de ce qui est intéressant, important à faire.
Et donc, de l'organisme canadien Cancer Control Strategy, donc, dit que une application de ces connaissances-là qu'on a permettrait un meilleur impact des traitements, par exemple, sur le cancer, avec des gains de 30%. Donc ça, c'est quand même majeur. C'est-à-dire, on nous dit que si on utilisait de façon optimale les connaissances qu'on a actuellement sur le cancer, on pourrait avoir lors de ce gain-là. C'est un tiers là. Euh, et donc c'est ça qui fait l'importance. Donc pour répondre à la question que je posais là sur l'importance de mobiliser et d'utiliser de façon optimale la connaissance, cet exemple de la santé est assez parlant là, c'est-à-dire on n'utilise pas assez ce qu'on sait qui est bon là. Et ça, on a des exemples en santé, mais on pourrait faire un parallèle avec l'éducation où parfois et on est encore dans des pratiques qui ne sont pas probantes, des pratiques qui sont faites par l'usage, là, par habitude, plus que par connaissance certaine là, que ça marche. Et ça, quand on ne le sait pas, ben, on peut le faire longtemps, là, c'est-à-dire rester dans cette reproduction par l'habitude là, de choses qui ne marchent pas plus que cela. Donc, les conséquences d'une utilisation plus intéressante ou plus optimale des connaissances seraient à plusieurs niveaux. Au niveau individuel, donc Landry et puis Huberman et ses collègues nous disent que, donc, de façon agrégée, là, ils nous disent qu'au niveau individuel, on peut acquérir des connaissances pour un praticien, là, des connaissances certaines. Donc, on peut réfléchir donc par une utilisation des connaissances, réfléchir à ses pratiques, donc, avoir un retour réflexif sur sa pratique. On peut faire de la simulation et prendre plus d'initiatives dans ce cadre-là. On peut modifier des perceptions à l'égard notamment de la recherche. Là, on se rappelle qu'on est dans les connaissances issues de la recherche. Et au niveau plus macro, là, plus organisationnel, cette utilisation de connaissances permet de gagner en efficacité. On l'a vu dans la définition de mobilisation utilisée notamment par les organisations qu'un des gains recherchés, c'est un gain d'efficacité. Donc, pour le milieu scolaire, là, on aurait là aussi de l'efficacité qu'on pourrait gagner si on arrivait à optimiser là, notre utilisation de connaissances. Donc, au niveau organisationnel aussi, on pourrait développer et améliorer les programmes et réformer de manière plus intéressante nos programmes. Donc, rapidement, je vais filer le temps, l'animation du transfert, ça c'est aussi important. Donc, quand on fait la formation, on dit souvent, une fois qu'on a dit tout ça, là, c'est pas parce qu'on le sait que ça marche, là, que ça change. Ça prend une organisation pour que ça change et ça prend souvent un acteur dédié à ça. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé du courtier de connaissances. Donc, c'est à ce moment-ci qui rentre en jeu. Mais on n'a pas besoin non plus tout le temps d'avoir un courtier de connaissances. Il faut que ça soit organisé. C'est-à-dire, ça se fait pas de façon automatique. C'est-à-dire, si tu ne mets pas en place des stratégies, et tu auras beau avoir toute l'information que tu veux, transformer même en connaissances. Donc, pour que ce soit efficace, il faut organiser ça. Et on va voir un peu ce que le modèle dont j'ai parlé tantôt de l'INSPQ propose en termes d'animation de transfert. Ah, ok, donc animer le transfert. Donc, le modèle, donc, comme pour comme j'ai dit tantôt, les références vont être dans la présentation. Moi, je vous donne une présentation globale là, du modèle tel qu'il est représenté, puis on pourra dans la discussion revenir. Là, c'est le modèle général, donc la vue d'ensemble, juste pour montrer comment il est structuré, et puis je reviens donc dans chacune de ces 5 boîtes là, du modèle. Donc la première boîte, donc celle d'en haut, c'est celle de
avec du, de la temporalité, je cherchais mon mot. Donc, quand s'inscrire dans le processus et jusqu'où aller. Donc, deux questions. Et puis, on voit ici comme un cycle, finalement, de transfert avec donc, les différentes et les parties prenantes de ce cycle. Donc, un cycle moi, j'ai comme eu un petit flash là, je pensais à autre chose. Mais le cycle, donc, il a un cycle à 7 étapes, donc avec des producteurs et des utilisateurs de connaissances et les flèches qui montrent les interactions qu'il peut y avoir entre ces deux grands acteurs des connaissances finalement. Et puis, voilà, j'ai perdu l'idée, mais je vais y revenir. Là, je vais passer à la deuxième étape. Mais là, on est dans la temporalité avec les acteurs et le cycle. Hein, donc. Ah oui, je voulais dire que le cycle, exact, donc toujours en lien avec tous les cycles d'ailleurs, euh, c'est que ils sont moins parfaits que modélisés. Hein, donc ça, c'est ce qu'il faut le savoir. Et donc parfois, on passe beaucoup plus de temps, on a intérêt à passer beaucoup plus de temps dans un moment du cycle pour arriver à un autre moment. Et dans certaines organisations qui sont rodées, on pourrait sauter, je ne veux pas dire sauter, mais on pourrait passer moins de temps dans une étape que dans une autre. Mais ça, on ne peut pas le dire d'emblée. Hein. Donc, on le sait déjà, nos modèles, qu'ils soient économiques ou en éducation, c'est des modèles. Donc, ce n'est pas exactement la réalité. Donc, il faut les prendre pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des constructions imparfaites de cette réalité-là. Donc, et donc, c'est pour ça que je disais tantôt que ça prend une adaptation à nos contextes particuliers, mais ça donne une idée de qu'est-ce qu'on peut avoir là en termes de temporalité et en termes de cycle. Là. Donc, quand arrive le temps de concevoir un processus là de transfert et l'animer par la suite. Et puis l'autre partie de la diapo, c'est le quoi. Donc, c'est qu'est-ce qu'on veut transférer. C'est quoi ces données qu'on a? Donc, ici, on parle c'est en sciences, là, je le rappelle, l'Institut national de santé publique, connaissances utiles aux actions de santé publique. C'est ça notre base, finalement, de données. Donc, les données sur l'état de la santé, des données administratives, des savoirs de gestion, des savoirs d'intervention, savoirs d'évaluation et des résultats de recherche en santé. C'est ça notre quoi. C'est ça qu'il faut mieux organiser pour le partager et viser une efficacité d'organisation et des individus qui sont dans l'organisation. Et ça semble anodin, mais c'est important de savoir c'est sur quoi qu'on est assis là en éducation. C'est à peu près les mêmes types d'informations, mais qui sont donc adaptées à notre milieu. Mais un bon transfert doit pouvoir utiliser des connaissances sur le contenu, mais aussi sur le processus. Hein. Donc, les savoirs de gestion, les données administratives sont à cet égard-là aussi sont très importantes. Puis après l'autre élément du modèle, c'est le qui, avec qui, par qui, donc la question des acteurs de ce transfert. Donc là, on aurait les scientifiques, les gestionnaires, les décisionnaires et les intervenants. Donc ici, on aurait les gens qui regardent le système éducatif, donc administration scolaire, nous autres, les enseignants donc, qui sont dans la classe, et puis les gestionnaires et les décideurs comme autre pôle. Et donc, c'est donc à la jonction de ces acteurs et donc dans la façon dont ils vont organiser les connaissances qu'on peut aller chercher de l'efficacité en bout de ligne. Donc, dans le modèle de l'ISPQ, les scientifiques, c'était les universitaires. En éducation, ça va rester à peu près le même. Et les organisations de recherche. Donc, puis, dans les gestionnaires décideurs, donc on a les décideurs au niveau supérieur, le ministère,
mais aussi les décideurs intermédiaires et même des décideurs à des niveaux plus au niveau local. Puis donc, on est comme dans finalement un système, un modèle holistique là, donc avec ces intervenants. Et il y aurait donc une autre partie sur le comment, à quel moment, donc l'arrimage entre les actions et le moment où on le fait. Donc, et là, on a des stratégies de transfert et puis les interactions qui le sont reliées. Donc, par exemple, pour la première stratégie qui est la stratégie de base, on l'avait vu dans l'autre modèle, donc la publication, il n'y a pas beaucoup d'interactions. Donc, on est dans une communication quasiment en un, comment on appelle ça, une communication unidirectionnelle, hein, on va le dire comme ça. Donc, pas d'interaction, au contraire de la conférence ou d'une présentation, là où on a des interactions minimales. Donc là, on va avoir quelques interactions à la suite de la présentation qui va bientôt finir. Et alors que dans des sessions de formation, on a un peu plus d'échanges, donc et les échanges sont plus structurés, etc. Donc, vous comprenez le modèle, là, on passe de type de transfert de connaissances ou d'échanges où il n'y a pas du tout d'interaction à des échanges, des types d'échanges où il y a de plus en plus d'interactions jusqu'à aller à des pratiques collaboratives où on est dans vraiment de la co-construction de connaissances, où on peut aller en tout cas jusqu'à la co-construction des connaissances. Et enfin, on aurait le pour qui, pourquoi. Donc on est dans l'ordre de finalement des comment on appelle ça là, de la motivation, des raisons pour lesquelles on le fait, et puis les personnes, le public cible, là, pour qui on fait le transfert. Donc, c'est aussi important, dès l'entame, de s'assurer de bien les identifier, ces publics cibles, parce que c'est leur identification qui permet finalement d'avoir une stratégie efficace, et puis l'identification aussi des objectifs qu'on a, qui sont liés à ces publics. Donc, les objectifs peuvent être d'informer, donc comme on le voit, de diffuser, de sensibiliser, de favoriser un changement, de modifier des pratiques, et ça amène peut-être une centration différente sur les éléments à mettre en place. Le dernier, c'est éclairer la prise de décision. Donc, on s'entend qu'on n'est pas sur les mêmes, on n'a pas les mêmes leviers là selon qu'on est dans de la diffusion ou dans de l'aide à la prise de décision. La diffusion, aide là. Donc, maintenant, pour en complément de ce schéma, de cette modélisation de l'animation du transfert avec l'identification des étapes, du cycle des étapes, des acteurs, des objectifs, etc. Donc, l'INSU a développé aussi un outil pour soutenir l'élaboration d'un plan de transfert. Parce que ce qui permet après de faire effectivement le transfert, de l'opérationnaliser, on appelle ça un plan de transfert. Et quand je disais tantôt que si on ne le prépare pas, ça ne se fera pas, c'est justement ça qui permet de le préparer. Donc, un plan. Puis je vais vous le soumettre rapidement. Là. Donc, un outil qui sert donc à recueillir de l'information utile à l'élaboration d'un plan de transfert. Donc, qu'il est souhaitable de monter en début de projet. Donc, parce que ça a l'air un peu aussi inutile à dire, mais on a vu des plans de transfert développés bien après le début du projet. Donc, c'est pas la meilleure façon de le faire. Et puis, une grille aussi qu'il faut adapter. Là, on revient sur quelque chose de bien important, je l'ai dit, en termes de transfert et d'application des connaissances. On n'est pas dans du copy-paste, là, de copier-coller. Là, il faut vraiment prendre le temps d'adapter nos outils à notre contexte. Donc, vu d'ensemble de l'outil, là, c'est encore plus petit, mais on voit qu'il y a 4 parties. Donc, je vais venir dans ces 4 parties. Donc, structurer la démarche,
il y a deux parties, mais divisées en sous-parties. Donc, structurer la démarche d'une part et opérationnaliser la démarche. Donc, structurer la démarche, c'est la première partie de la grille. Donc, il permet de mettre en place donc, les principales composantes à considérer dans l'animation du transfert. Donc là, on a un lien vers la communication. Mais là, c'est ça. Donc, on a cette première partie qui se divise en production de connaissances, donc détermination des publics cibles, acteurs à impliquer, et puis on a dans la grille des parties, là, on peut la remplir. Là, c'est vraiment fait pour être utilisé là. Donc, et dans cette utilisation, donc, on peut se permettre aussi de l'adapter là, c'est-à-dire ces grilles, ces parties vides là, les champs ouverts là, on peut les retravailler selon notre contexte. Et la sous-partie de cette première partie donc donne les stratégies de transfert qu'on veut privilégier. Parce qu'on l'a vu, il y a plusieurs stratégies dépendant des objectifs qu'on a. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Et puis après, il y a l'évaluation du processus et des résultats qui sont aussi des parties importantes quand vient le temps de parler de transfert. La deuxième partie, l'opérationnalisation de la démarche. Donc, elle permet, le nom le dit, d'opérationnaliser, donc aide à planifier l'implantation des stratégies de transfert, donc en identifiant très clairement les tâches, les échéances, les livrables et les ressources. Au final, on est vraiment, en termes de transfert et de mobilisation, dans un processus classique là, de recherche. Hein. Quand on fait de la recherche, idéalement, on devrait faire tout ça. La recherche est une grosse opération de transfert. Donc là aussi, on a l'implantation des stratégies de transfert comme sous-partie de cette deuxième partie, avec l'identification des responsables, l'identification des dates, puis des étapes. Et ils sont liés en même temps aux stratégies qu'on a vues antérieurement. Donc un modèle qui se veut logique, donc qui identifie évidemment les livrables et qui, dès le début, on parle des ressources à prévoir, dont notre acteur organisateur, qu'on a nommé tantôt courtier de recherche, mais qu'on peut nommer autrement. Ça peut être un agent de transfert. Donc, les organisations se dotent d'un agent de transfert qui a pour mission de veiller à ce que l'information qui est créée dans l'organisation ne se perde pas. Donc, un exemple classique là qu'on donne aussi dans nos formations, c'est quand les gens partent à la retraite. Donc, l'information qu'on manque, là, c'est-à-dire les gens partent et ils amènent notamment leurs connaissances tacites, et puis leur expérience et tout, alors qu'ils ont fait 30, 40 ans, 25 ans dans une boîte, donc ils connaissent un certain nombre de choses, donc ils ont de la connaissance qui pourrait participer à l'efficacité de l'organisation. Donc si on a des modalités de recueil et de partage de ces connaissances, on vient de gagner un point dans l'efficacité de notre organisation. Donc, voilà, pour aller plus loin, donc je donne quelques exemples de ressources au Québec, mais qu'on pourrait monter dans nos pays. Donc, un centre de transfert. Donc, certains pays en l'ont. Au Maroc, je pense qu'on a un centre de transfert aussi pour la réussite éducative du Québec, donc dont l'unique rôle, le grand rôle, c'est d'organiser le transfert des connaissances issues de l'éducation, par le biais des activités qu'on a nommées de transfert. Et puis, donc, il suscite aussi de la recherche, fait beaucoup de recensions et de documents de vulgarisation des connaissances. Parce que, on le sait, là, nos thèses, c'est pas souvent les meilleurs outils de transfert. D'abord, c'est volumineux, donc, quand on les transforme en articles, c'est bien. Donc, ça réduit. Mais après, on n'a pas besoin d'aller plus loin que ces articles. On a besoin d'en faire des policy briefs pour les décideurs, d'en faire des résumés condensés pour d'autres publics.
dont les utilisateurs, etc. Et puis le centre de transfert a ce mandat-là sur l'enjeu de réussite éducative, d'aller porter l'information le plus loin possible. Donc les connaissances issues de la recherche le plus loin possible auprès des différents acteurs éducatifs. Une équipe, Renard, qui travaille sur le transfert, donc recherche sur le transfert de connaissances, équipe de l'Université de Montréal. Donc ça aussi pareil, donc on pourrait penser monter des équipes de transfert en an. Donc j'ai vu récemment une équipe au Burkina Faso qui sur le transfert en éducation. Donc on en a quelques équipes, mais il faudrait les démultiplier, il faudrait en avoir plus et puis qui soient plus connus, donc qui amènent aussi des connaissances issues de nos contextes ailleurs, donc pour qu'on participe aussi à la génération des connaissances, qu'on ne soit pas tout le temps dépendant de ces équipes du Nord. Et ça, c'est l'activité dont je parlais. Donc, symposium sur le transfert de connaissances, à tous les ans, il y en a. Donc, celui de cette année va être en avril, donc 5e symposium sur le transfert. Et ça, c'est ce que nos fonds, là, les fonds dont je parlais tantôt, organisent. Mais il y a beaucoup d'activités sur le transfert dans des collègues classiques comme celui de l'ACFAS. Donc, il y a souvent un colloque ou même plusieurs activités, mais déjà de transfert, mais même des activités sur le transfert. Donc, le colloque, le congrès est déjà une grosse activité de transfert, mais à l'intérieur de ces activités, il y a des chercheurs qui se spécialisent sur ça, qui vont réfléchir, essayer d'améliorer les pratiques, essayer de faire avancer cet enjeu-là. Et donc, la liste des références dont je parlais tantôt, et encore désolé, je voulais le faire plus court, mais bon, quand on commence là, parfois on a du mal à s'arrêter. Donc, on serait rendu au moment d'échanger. Je vais arrêter mon partage et redonner la parole à Judicaël peut-être, ou la prendre, là, mais comme je ne vois pas la conversation, est-ce qu'on ouvre les micros pour des questions? Oui, on est rendu là. Donc, merci beaucoup, Abdoulaye, pour Merci cette à vous. présentation. Merci infiniment. Je ne vais pas proposer une synthèse vraiment comme d'habitude pour qu'on puisse gagner du temps, mais ça a été très riche. J'ai noté donc que il y a toute une partie de définition qui nous permet d'entrevoir effectivement de quoi on a traité cet après-midi. Puis ensuite, toute une partie où tu nous amènes sur les formes de transfert, mais avec des détails sur des modèles jusqu'au niveau des stratégies, comment on organise tout ça de façon très pratique. Donc, merci beaucoup. Avec des exemples aussi, et ça, moi, j'ai bien aimé, des exemples plus proches de nous, là, donc pour vous montrer que ça descend pas du ciel, ça se fait pas seulement au Québec ou en France, mais qu'il y a des expériences autour de nous. Donc, merci infiniment. On va commencer plutôt par donner la parole aux collègues et aux participants dans le groupe avant d'aller lire les questions dans le chat. Donc, je vois qu'il y a déjà au moins une main. Donc, je donne la parole à Abderrahman. Le micro est ouvert. Est-ce que c'est bon? On va y arriver. Parfait. C'est OK, je pensais. Oui. Oh, je pense qu'on a un petit souci technique, mais on va y arriver. Son micro est encore fermé, je le vois fermé. Là. Oui, je vois le micro fermé. Peut-être on peut aller à une autre et puis après on reviendra.
Ok, je regarde aussi dans le chat, mais on y revient, c'est bon. Allô? S'il vous plaît, Oui. je pense que c'est le professeur même qui doit activer son micro, le professeur Abdurrahman. Ok. Sinon, son micro est déjà ouvert normalement, c'est à lui d'activer à son niveau. Ok. Abdelrahman, si tu nous entends, tu peux activer ton micro. Ah, c'est fait. Parfait, c'est bon, OK. Oui. Bon, merci beaucoup, Abdoulaye, merci, bonjour. Vous allez Bonjour. bien? Oui. Oui, ça va très bien, merci. Très bien. Merci beaucoup, Abdoulaye, pour cette présentation. J'ai bien aimé. Je voulais juste, j'ai une petite question. C'est pas, vous avez votre présentation était teintée d'un modèle issu du système de santé québécois, qui est un système qui est vraiment complexe. Puis à la fin de la présentation, vous avez présenté des modèles ou des bureaux de recherche de transfert. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi vous n'avez pas présenté des modèles issus de ces bureaux de recherche? Merci. Ok, merci. Ah, non, il n'y a pas de raison. Renard, Jean Ramdé que j'ai cité, faisait partie de Renard. Là, je pense qu'il est plus dans ce centre. Quel autre? Le centre de transfert n'a pas développé de modèle, comme j'ai dit. Le centre de transfert, on est plus dans de l'action, là, plus que dans la réflexion. Et j'ai parlé du mural de l'INSEQ, parce que moi, j'ai été à l'UNESCU, c'est-à-dire j'étais à École en Santé, qui était le département, qui est encore le département à l'INSEQ, qui essaie de faire des milieux scolaires, des milieux générateurs de santé, en tout cas, accompagner la mise en place d'instruments pour ce faire. Et quand on montait, quand on faisait et la recherche et l'écriture de ce document, j'étais dedans, donc j'ai pu participer à sa validation. Donc, c'est fort de cette proximité, de cette connaissance du modèle que je l'utilise, mais effectivement, on pourrait penser à un autre modèle. Et puis, les modèles comme j'ai dit en passant rapidement, mais le processus scientifique, le processus de développement d'un projet de recherche tel qu'on l'apprend, c'est un modèle de transfert. Il y a beaucoup d'éléments qu'on a vus qui recoupent exactement nos étapes de recherche et les acteurs. Donc, oui, effectivement, on pourrait aller chercher d'autres modèles. Je vais juste intervenir pour... merci pour les précisions. Je me doutais que vous étiez plus proche de l'Institut de santé. C'est pour ça que vous avez présenté ces modèles. Mais c'est juste parce que le système de santé est très complexe. Vous l'avez déjà... puis par rapport à un chercheur en sciences de l'éducation, vous savez que c'est un petit peu... pour un chercheur, c'est plus simple. Nous autres, on voit la production des données. Pour le transfert, il faut comme un modèle qui est plus simple pour le transfert. C'est pour ça que... mais merci beaucoup pour votre réponse. Ouais. Mais je comprends la préoccupation, effectivement. Oui. Mais ce qui est dit pour le transfert, c'est vraiment très... on n'est pas dans la complexité du système médical québécois. Là. Pour la question de transfert, on est vraiment dans un modèle qui est relativement transversal et qu'on doit quand même adapter à nos milieux, c'est-à-dire on ne fait pas du copier-coller là, c'est loin de moi cette idée, mais juste s'inspirer, dire ok, on a une grande idée de comment ça peut se structurer, qu'est-ce qu'on fait maintenant ici et maintenant chez nous. Merci pour la question. Merci beaucoup Abdoulaye, merci bien. Parfait, merci. Donc, je n'ai pas d'autres doigts pour le moment, mais j'ai des questions dans le chat. La première question, je pense que ça s'adresse plus à moi. Donc, je vais y répondre avant de continuer. Est-ce qu'on pourrait avoir accès aux enrichissements et autres? Donc, comme en tout cas, les personnes qui nous suivent maintenant de façon régulière savent qu'on a depuis vers la fin de l'année dernière, créer une chaîne YouTube. Donc, pour mieux gérer les enregistrements, au lieu de balancer des liens, etc., qui ne s'ouvrent pas tout le temps. Donc, maintenant, on requiert l'autorisation des personnes qui souhaitent bien présenter avec nous afin de déposer les enregistrements sur la chaîne YouTube. Évidemment, ça requiert un petit travail
je vais dire de vidéastes ou quelque chose comme ça, au moins pour enlever le début, mettre quelques mots. Donc, ça fait que ça nous prend quelques jours pour que l'enregistrement soit disponible sur la chaîne YouTube. Et ensuite, on partage évidemment avec toutes les personnes qui s'inscrivent, donc, effectivement, pour l'activité. Bon. Donc, l'enregistrement encore. Donc, il y avait plusieurs questions. Alors, donc, s'il y a des questions, on peut ouvrir le micro pour que les... On a encore une bonne vingtaine de minutes devant nous pour prendre des questions. Peut-être en attendant que les questions nous arrivent, je vais faire peut-être un peu du pouce, compléter un peu sur ce que j'avais dit des formes de transfert adaptées au champ. Donc, j'avais parlé de transfert qui serait plus instrumental versus les transferts symboliques. Et ça, je vais y revenir parce que quand on parle de transfert dans l'industrie notamment, c'est vraiment là aussi utiliser les connaissances qu'on a eues, qu'on a d'un autre domaine pour l'amener dans un domaine dans lequel traditionnellement on ne faisait pas ça, mais pour améliorer. Et ça a beau être pratique, là, c'est le même principe qu'on peut utiliser aussi en éducation. C'est ça quand je dis, ça a l'air d'être des champs complètement fermés, mais on peut s'inspirer pour faire. En éducation, même chose. On a des systèmes dont on sait qui ont, sur certains aspects, qui sont plus performants que d'autres. Le but, c'est pas de dire qu'on va calquer, là. Enfin, je pense au système finlandais, là. Le but, c'est pas de dire qu'on va faire de notre système un système finlandais. Mais on sait, dans le système finlandais, par exemple, qu'il y a beaucoup d'emphases qui sont mises sur l'appui. Donc, l'enseignant est très appuyé pour prendre en charge sa classe. Donc, puis, ça, c'est des choses qu'on peut essayer de mettre en place. Hein. Les activités périscolaires ou parascolaires, beaucoup valorisées dans le système, mais c'est pas pour rien. Et donc, on est dans du transfert très pratique dans ce cas-là, et on n'est pas dans une tentative de refaire le modèle X, là, donc j'ai arrêté de citer l'autre modèle, mais chaque modèle nous apprend quelque chose qui, si on le regarde bien et qu'on tente de l'adapter, nous permettent à notre niveau d'améliorer nos façons de faire. On parle beaucoup aussi par exemple, des valeurs, là, on dit beaucoup, je parle là des systèmes africains on a comme beaucoup manqué d'utiliser nos ressources propres, d'utiliser nos comptes et légendes, par exemple, et tout. Alors que là aussi, on pourrait faire œuvre d'innovation en réinterprétant, en réutilisant des façons de faire traditionnelles, et on est dans du transfert, des façons de faire cheminer ou faire partager la connaissance traditionnelle pour nos écoles. C'est-à-dire, la légende, là, c'était un moyen de faire retenir des choses, de faire passer des discours, de faire passer des valeurs. Et, au lieu de faire de l'éducation civique, là, comme on le fait de façon, comme on le ferait dans d'autres contextes, mettons œuvre de transfert, là, utilisons nos propres façons de faire traditionnelles là, et transférons, amenons à l'école. Là, donc, et ça fait deux choses. Ça permet que le public se reconnaisse plus dans la chose éducative parce qu'on utilise un médium qu'ils connaissent. Et ça a qu'on appelle ça, là, un potentiel de plus aider à la réussite parce que même l'apprenant, donc là j'ai dit le public, les parents, etc., ils se retrouveraient dans ça, mais l'apprenant a une proximité avec ces médiums qui fait on pourrait booster la réussite éducative. Et là, je ne parle pas théoriquement, là, on a fait des expérimentations, notamment au Mali, là, donc des phases pilotes, là, en tout cas, qui n'ont pas été mis à l'échelle dans beaucoup de cas, où l'utilisation des comptes, ou l'utilisation des jeux traditionnels, permettait de faire comprendre l'arithmétique, de faire comprendre les valeurs aussi à des jeunes, et parfois dans leur langue. Donc ça, c'est le summum, là. Donc,
Je vois que j'ai des mains qui se lèvent. C'est bon. Oui, oui. À meubler le temps. Oui. Voilà, mais avant de passer la parole, s'il vous plaît, Abdelrahman, je souhaite quand même lire 2 questions du chat, puis on revient, au direct à la vidéo. Donc, il y a une question sur justement quelque chose dont tu as parlé, Abdoulaye, donc sur l'utilisation des connaissances. Et la question s'intéressait à comment est-ce qu'on peut s'organiser pour que les données, les connaissances plus globalement, puissent se rendre à la table de la prise de décision, mais aussi dans la classe, finalement, en éducation. Okay. Ben, là, on est dans 2 ordres de processus différents. On va commencer par l'étape politique. Là. Ça, on appelle ça du plaidoyer. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Par exemple, nous, comme chercheurs, on a un rôle à jouer dans ça. C'est-à-dire, pour influencer les décisions, il faut que nos connaissances, les résultats de nos recherches se rendent, soient vulgarisés. C'est-à-dire qu'on arrive à notamment les faire comprendre par le public. Une fois qu'on fait bien ça, après, il y a des porteurs de ces voix. Si les gens, donc on a plusieurs exemples là, de personnes qui ont repris des connaissances scientifiques pour en faire après un combat, mais s'ils n'ont pas accès à cette connaissance-là, par exemple, qui permet de montrer comment un système plus égalitaire, là, c'est-à-dire qui enlève certains facteurs d'échec là, pour les plus pauvres notamment, comment un système qui est de cet ordre-là est beaucoup plus meilleur pour un pays, par exemple. Donc, un système qui enlève les barrières à long terme, parce que ça, il y a des résultats de recherche qui permettent de le dire. À long terme, il est plus gagnant qu'un système élitiste, parce qu'il permet à un plus grand nombre d'accéder à à beaucoup plus de savoir, et ça va faire comme une masse critique plus importante, et puis ça va développer des compétences d'un grand nombre. Donc, ça a des impacts, c'est-à-dire des effets différés, plus longs, plus importants que de former une élite, là, ce qui est bon aussi. Donc, si on arrive à vulgariser cette idée et que les gens, la société civile, pour ne pas nommer un acteur important de nos sociétés, le prennent et portent le combat, eh bien, on aura manqué, nous, comme scientifiques, notre rôle. Donc, et puis là, je reviens sur la stratégie. Donc, il faut que nous cherchions fassent quelque chose de l'ordre de la vulgarisation, que des porteurs publics fassent leur rôle de plaidoyer, et ça se rend vers le politique. Le politique, là, il n'y a pas 36, là, c'est le chapeau de spécialiste des politiques publiques qui parle. Les politiques, ils écoutent la rue, ils écoutent les gens, quand ils savent que les gens sont intéressés par une chose, ils vont aller vers ça. Mais s'il n'y a personne qui revendique rien, ils font comme ils pensent que c'est bon de faire. Donc, il y a aussi un rôle de leadership là, à prendre. Donc, ça, c'est pour le premier, donc politique. Pour la classe, c'est un peu, c'est proche là. Il faut que les connaissances qu'on a soient vulgarisées, mais pas cette fois-ci pour les enseignants. C'est-à-dire, on a des résultats de recherche très complexes qu'on n'arrive pas toujours à traduire dans le day-to-day, là, ce que l'enseignant fait à tous les jours. Là. Et en faisant de la collaboration, de la recherche-action, en faisant des allers-retours entre le terrain et la salle de classe, en impliquant un peu plus les enseignants dans notre recherche, dans nos recherches, on a des chances que ce qu'on trouve se rende dans la classe plus qu'en restant dans nos tours. Là, je caricature, mais on n'a plus de tours. Là. Dans les dernières années, on a comme fait casser beaucoup de tours d'ivoire, mais encore un travail à faire pour que on soit plus proche du terrain, plus à l'écoute des demandes du terrain. Mais moi, je suis conscient confiant qu'on est en train de faire des avancées sur ce plan-là. On a beaucoup de recherches, beaucoup de jeunes qui travaillent et qui travaillent sur le terrain avec des enseignants, avec les directions, on est sur une bonne voie là, sur les 2 aspects. Il faut continuer. Merci beaucoup. L'autre question dans le chat, je pense que je préfère donner la parole à la personne
Donc, après, les personnes qui ont déjà levé le doigt, parce que je pense que la question va être plus claire si la personne parle elle-même. Donc, le nom de la personne, c'est Weslati Ahlem. Donc, si vous pouvez lever le doigt, je vous désigne. Donc, maintenant, je reviens à ceux qui ont levé le doigt. Dans l'ordre, je donne la parole à Gerna, qui est présent. Merci d'être présent, Gerna, malgré le décalage. Est-ce que vous avez accès au micro? Ben, en attendant, donc, on va donner la parole à Abderrahmane et puis on y revient. Là. Ah, merci. Juste pour faire une blague, Abdoulaye, sur les tours, il existe encore 2 tours de sciences de l'éducation à l'Université Laval. Parce qu'on est toujours dans les tours. Ouais, Oui, c'est hein, vrai. je voudrais faire le pouce sur ce qui est dit tantôt sur l'écart entre les connaissances de la recherche et la pratique. On sait qu'il y a une fossé entre la recherche et le milieu pratique. Ma question, à quel niveau dans les modèles de transfert qu'il faut agir pour réduire le fossé qui existe entre la recherche et la pratique? Bien. Hum, Merci. À quel niveau? Dans le transfert? Ben, on peut jouer à plusieurs niveaux. Mais moi, je pense que dès l'entame, là, au début, quand on est dans l'identification des problèmes, il y a déjà beaucoup de choses qu'on peut régler en s'assurant que les recherches qu'on veut faire, qu'on va faire, répondent à des vrais problèmes. Et ça, c'est vraiment en amont, là. C'est-à-dire, quand on veut dire, mais c'est qu'est-ce qu'on va faire comme recherche, qu'est-ce qui le motive. Donc, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pertinentes dans l'absolu, beaucoup de projets de recherche qui pourraient se mener, qui vont, enfin, que quand tous les comités vont dire ça c'est pertinent, ça c'est de l'avenir, c'est quelque chose qui a marché. Mais il faut que cette validité de la pertinence tienne aussi compte des besoins que les gens perçoivent comme urgents et réels maintenant pour eux. Donc ça, c'est un premier niveau où si on règle ça, si on arrive à faire de la recherche qui a du sens, on revient sur la question du sens, pour les acteurs, on va gagner dans l'utilisation. Parce qu'un des gros problèmes qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de bonnes recherches, mais il n'y a pas d'acteurs qui les reçoivent, qui les prennent directement pour les utiliser parce qu'ils ne voient pas tout le temps le besoin immédiat de ça, alors que c'est pertinent, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va nous frapper ou qui nous frappe déjà. Je pense par exemple aux questions sur le numérique et tout. On sait qu'il y a un enjeu social ou sociétal de l'arrivée des numériques, donc ça pourrait augmenter la fracture là, entre les infos riches et infos pauvres, là, donc pour utiliser des termes consacrés. Et on est en train de faire de la recherche dedans. Mais ça intéresse à peu près personne. C'est-à-dire, tous ceux qui sont sur le numérique, là, ils sont sur les logiciels, ils sont sur les... Ouais. Mais on sait que c'est pertinent de s'occuper Pas des tous. aspects sociaux. Ah, OK. Non, non, je On dis m'arrête pas là. tous. Non, 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 je t'arrête pas. C'est une blague. Je dis pas tous. Il y a Ah non, non, tous, non, au c'est moins pas tous, quelques-uns. heureusement. Nous, Ouais. nous, on a des équipes sur les enjeux sociaux, il y a un centre avec Simon, là, mais tu vois, quand une fois sur 3, on est financé, parce que les gens disent, ouais, votre recherche est intéressante, mais personne actuellement ne la demande. Oui. Okay. Oui. Donc ça, Merci. c'est 2 points sur lesquels on peut jouer pour faire que les résultats qu'on va sortir soient utilisés de façon rapide. Et donc, c'est ça. Merci, Abdoulaye. Merci bien. Alors, merci. Donc, je donne la parole à Gerna pour sa question. Je vous dis bonjour parce que Bonjour. voilà, il est 9h et quelques minutes pour moi et je vous suis depuis Haïti. Je suis très contente d'être parmi vous pour écouter cette présentation qui est si importante pour moi. Quand vous parlez du transfert de la connaissance en tant qu'enseignante, ça m'interpelle. Et ma question, c'est quand vous parlez de l'écart entre les connaissances issues de la recherche, qui sont des données probantes, et la pratique. Et c'est ce qui m'a choqué, c'est parce que normalement, vous avez
pris des exemples issus du domaine de la santé. 30%, 40% des patients qui reçoivent des traitements, et normalement, c'est des traitements médicaux non basés sur les données probantes, etc. Normalement, cet écart-là dont vous parlez, j'aimerais avoir plus d'explications parce que du monde de la recherche et la pratique, normalement, vous parlez de écart. J'aimerais bien avoir beaucoup plus d'explications. Merci beaucoup. Merci, Yana. Je vais vous renvoyer aux deux documents que je cite, celui de l'OMS et celui des collègues qui sont intéressés à la question. Tout ce qui montre, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais qui sont en décalage. C'est-à-dire, il y a beaucoup par exemple, des prescriptions. Et moi, je peux le voir, là. Parfois, je vais dans des pays où on surprescrit, par exemple, des antibiotiques pour des choses qui ne sont pas réglées par des antibiotiques. C'est-à-dire, tu prescris pour peut-être calmer la personne, mais à toute fin utile, là, ce qu'il a, ce n'est pas un antibiotique qui le règle. Et c'est documenté, c'est-à-dire, et les gens le font. Ils font pour plusieurs raisons. Ils font parce que, comme j'ai dit, parfois ça calme les gens là d'avoir une longue liste d'ordonnances. Mais c'est pas de la science, c'est plus c'est plus psychologique là. Ça, on travaille sur sa tête que sur son corps. Et l'exemple qu'on donne, c'est sur le cancer. Donc il y a plein de choses qu'on fait sur le cancer ou plein de conseils médicaux qu'on donne, mais qui permettent pas de réellement régler le problème qu'on cible, là, le cancer. Parfois, on le fait parce qu'on n'a pas d'autres alternatives, c'est-à-dire on est dans du dilatoire. Là. On sait qu'il y a un médicament qui pourrait régler le problème. On n'a pas le prix, il n'est pas disponible sur le marché. Et on fait autre chose. Mais tu vois, ça, c'est des explications possibles, là, mais dans le rapport, l'OMS donne quelques exemples, plusieurs exemples de pratiques qui sont faites et puis qui ne répondent pas au canon de la science, ou en tout cas pas de la science actuelle, là, qui répondent peut-être à d'autres éléments qu'on connaissait, qu'on avait trouvés il y a 20, 30 ans, là, qui disaient qu'il y avait de l'efficacité quelque part, mais que les résultats de recherche récentes ont balayé. Non, oubliez ça, là, ça ne marche pas. Et puis l'information n'est pas encore rendue dans les pratiques médicales. On continue à faire des prescriptions de choses qui ne servent pas beaucoup. Mais c'est ça. Tout ce que je dis ici, c'est que moi, je ne dis rien, je rends juste compte de deux rapports qui nous disent attention, on fait des choses qui n'ont pas d'allure, là, qui ne répondent pas aux connaissances actuelles ni de la médecine. Et l'exemple est aussi valable en éducation. Il y a des choses qu'on faisait il y a longtemps, là, mais qui ne permettent pas à nos jeunes de mieux réussir. On les fatigue juste, on les tape là, on leur fait réciter par cœur des choses, mais c'est pas ça qui va les aider à être performants. Et il y a plein d'exemples de ça, là. Et parfois, on les fait parce qu'on n'a pas d'autres moyens. Un enseignant qui fait que taper, c'est l'ouvrier là qui a juste un marteau et qui pense que tous les problèmes sont des clous à taper là. Il tape, mais parfois, tu n'as pas besoin du marteau, tu as besoin d'une truelle pour faire autre chose. Sauf que parfois, tu n'as pas l'outil, tu n'as pas le bon outil, donc tu utilises ton marteau pour essayer de tout faire, donc y compris faire ton bétonnage, là. Je pense que c'est une idée, j'essaie de donner un exemple, mais c'est ça. Parfois, c'est le manque d'outils qui fait qu'on est obligé d'utiliser un mauvais outil là, pour faire la chose qu'on veut faire. Mais avoir le bon outil, ça permettrait d'être plus efficace, d'être plus rapide, de faire du meilleur travail. C'est bon pour le mécanicien, le menuisier et pour l'enseignant aussi. J'espère que ça répond à la question. Oui, merci, parce que ça me donne une idée pour se transférer en sens de l'éducation. Voilà, en tant qu'enseignante, lorsqu'on parle de transfert de connaissances, à chaque fois, il faut innover. Si ça ne va pas, on prend autre chose. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, pour rester dans notre temps, je pense qu'on va prendre une dernière question. Il y a plusieurs questions dans le chat, notamment sur le modèle TC.
et je les rapporte pour que tu essaies de répondre. Donc, quelles seraient les meilleures approches pour favoriser le modèle TC par les pratiques collaboratives? Une autre, c'est, je voudrais savoir si vous pouvez revenir un peu sur le modèle TC, notamment quand s'introduit dans le processus et jusqu'où on peut aller. Ok. C'est des questions difficiles parce que là, on me demande de répondre dans l'absolu à des situations qui ont besoin de contextualisation. Je commence par le dernier. Quand est-ce s'introduire dans le modèle? Mais ça dépend où est-ce qu'on est rendu. C'est-à-dire, on ne s'introduit pas dans le modèle de la même manière à Dakar qu'à Bamako. Et donc, moi, je fais attention à ne pas répondre à ces questions parce qu'ils sont aériens et qui ne sont pas basés sur une réalité prescrite. Là, on peut, c'est comme dans les modèles, le cycle politique, on peut y rentrer à plusieurs étapes, là, dépendant où est-ce qu'on était rendu, là, et qu'est-ce qu'on a comme intrant. Et c'est ça la limite des modèles théoriques. Donc, ils sont bons parce qu'on les a réfléchis, on les a épurés de la réalité sur laquelle ils viennent se poser pour pouvoir les expliquer. Après, quand arrive le temps de les appliquer, il faut tenir compte du contexte, il faut regarder qu'est-ce qu'on a, s'assurer d'avoir s'il y a des préalables, s'assurer d'avoir les préalables avant de commencer. Donc, l'autre, c'est sur le modèle TC, on me demande de revenir. C'est ça, c'est après la même réponse que j'ai envie de donner. C'est difficile d'y répondre, là, sans contexte, là, de manière générale. Maintenant, si j'allais dire, si on veut être simple, on le prend tel qu'il est et on le suit. Mais c'est cette recette qu'on a appliquée depuis les indépendances, par exemple, sur les modèles économiques, et ça ne marche pas. C'est-à-dire, on vient avec un modèle qui a fait toutes ses preuves, hein, par ailleurs. Hein. On l'a testé, on a fait des études pilotes et ça semble bien marcher. Et comme par hasard, quand on essaie de le faire en large échelle, ça ne marche pas parce qu'on ne prend pas assez compte du contexte, on n'est pas assez flexible, on n'est pas assez... Et c'est ça, c'est peur que j'ai. C'est ça, je ne donne pas de formule là, générique, générale, qui marcherait à tout, parce que ça n'existe pas. Comme disait l'autre, ces solutions trop simples, là, c'est des fausses solutions. Quand est-ce qu'on rentre dans le modèle? Assurons-nous d'avoir tous les ingrédients qui sont nécessaires pour le modèle. Et par exemple, un des ingrédients essentiels, c'est une connaissance de nos systèmes. Une bonne connaissance de nos systèmes d'éducation permet de mieux identifier les problèmes et d'arrimer donc les solutions à cette connaissance-là, finalement, des problèmes. Sinon, moi, je suis un anti-modèle dans le fond. Là, je dis tout le temps, moi, je ne crois pas à des modèles exportables là, tels quels. Je crois à un modèle qu'on a pris, qu'on a retravaillé, qu'on a fait à sa main. Après, il peut ne plus ressembler au modèle initial là, dans son cheminement, mais on a appris du principe qui était derrière le modèle. On a appris des bonnes pratiques qui sont liées au modèle, donc en termes, par exemple, des acteurs, les différents acteurs qu'on doit mettre autour de la table pour faire avancer un agenda. On a appris des grands, comment on appelle ça, les grands éléments donc, d'un cycle. Donc, là, j'ai donné un cycle à 7, là, mais même comme pour le développement des politiques publiques, il y a des modèles à 4. Donc, les modèles les plus simples qu'on a, c'est un modèle à 4. Et après, si on se rend à un modèle à 8, c'est qu'on a décliné, on a déployé un des axes en 3 ou 4 figures, et puis on a des modèles plus complexes. Donc, si on arrive à penser un modèle dans ses phases essentielles, donc 4-5 généralement, les modèles politiques, 4-5 phases essentielles, après les autres, les sous-phases là qu'on se crée,
ils peuvent bouger et ça, c'est le contexte qui va te dire est-ce qu'à ce moment-ci, il faut s'arrêter pour faire une autre petite étape avant d'aller ou non, on n'a pas besoin. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais que certains systèmes sont plus préparés pour certaines étapes que d'autres. Et donc, ils peuvent passer très rapidement à une étape et puis passer beaucoup de temps à l'étape qui suit parce que c'est là où ils ont des problèmes. Donc, c'est ça. Ma réponse est pas noir ou blanc, là, elle est grise. Là. Ça dépend vraiment de là où on est rendu avec notre système. Et ça demande de s'approprier un peu plus nos systèmes si on veut des modèles qui marchent et pas des recettes là, toutes faites. Là. Donc, Abdoulaye a dit que c'était 6 modèles et puis 6 mots. Non, je ne suis pas de cette école. Merci beaucoup. Merci à tous les participants. Merci à toi, Abdoulaye Anne. Avant de te laisser le mot de la fin, deux choses très rapidement. La première, je fais le point comme de la participation, comme d'habitude. Donc, on a commencé avec une vingtaine de participants. Au plus fort, on est allé à 42 avec 42 personnes. Et là, on achève avec 29 personnes donc, qui sont restées connectées. J'annonce aussi le prochain rendez-vous. Donc, ça va être le 31 janvier à 16h30 avec le collègue Mourad Benali du Centre de formation des enseignants. Il travaille à Oujda, donc ici au Maroc, sur un thème très intéressant qui est en lien avec quelque chose dont tu parlais tout à l'heure. C'est sur le numérique en éducation et en formation, regard croisé, regard critique. Donc, c'est pour le 31 janvier 2023. Merci beaucoup à tout le monde. Puis je te laisse le mot de la fin, Abdoulaye. Merci, Michael. Ça va être un mot très court. Là. Je vous remercie de l'opportunité que vous me donnez là d'échanger, finalement d'entamer la discussion. Parce que moi, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire, on pose sur la table un enjeu qui me semble important et on suscite des questions auxquelles je n'ai pas toutes les réponses. Là. Et puis, on continue la réflexion. On se donne d'autres moyens de la poursuivre et on se donne d'autres outils. On se donne des étudiants qui vont travailler sur ces problématiques. On suscite donc l'intérêt sur ça. Et c'est comme ça qu'on avance. On dit la science, elle est cumulative, donc c'est petit à petit qu'on la construit. Nous, on a tout à construire dans nos systèmes. Donc, et puis donc, c'est ça. Je remercie le public aussi d'être resté. Et puis, on se donne rendez-vous à la prochaine activité 90 minutes. Merci et Merci au plaisir de beaucoup. vous revoir. Merci, Abdoulaye. Merci tout le monde et puis à très, très bientôt. Bientôt.